maintenant, ça fait depuis plus de 10 ans. Un Et peu moins, un peu moins, un peu un moins. peu moins de 10 ans, Un peu moins de excusez-moi, 10 ans. un peu moins de 10 ans. Et du coup, tu as pu voir quand même quelques gouvernements se succéder. Et ce serait bien si vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé selon les différents gouvernements, quelles étaient les pratiques, qui supportaient plus d'avoir un budget suffisant pour fournir des services consulaires aux Français de l'étranger, qui avaient plutôt tendance à vouloir les réduire. Ce serait bien de savoir quelle était l'action des différents gouvernements successifs. D'accord. Alors en fait, bonjour à tous, hein, bonjour à Anne, bonjour à Philippe Loiseau, à Monique, à François Besançon, que je n'ai pas vu depuis très longtemps, mais que je salue, et à vous tous. Oui, alors quand on parle des services consulaires, en réalité, ça recouvre une réalité très différente suivant les pays, suivant les communautés. On peut dire qu'il y a quand même les communautés en Europe, et puis il y a des communautés dans un certain nombre de pays où les besoins en services consulaires à nombre de Français égal sont parfois bien plus importantes, en particulier parce qu'il y a une charge très importante en matière d'action sociale ou sur les questions d'état civil. Il y a aussi, dans tout ce qui est, quand on regarde globalement les budgets, la question des visas qui, bien entendu, est très légère en Allemagne, mais va peser lourd sur le consulat, le consulat général de France à Alger ou à Moscou, même si la dernière année était très particulière de ce point de vue-là. Tout le fonctionnement des consulats est intégré en fait dans quelque chose qui s'appelle la mission Action extérieure de l'État, mission qui recouvre 3 programmes. Hein, donc on vote le budget par mission, qui sont pas exactement, on dit pas on vote le budget des affaires étrangères, on vote le mission d'une action qui est en l'occurrence la mission Action extérieure de l'État. Et dans cette mission, il y a en général 3 programmes. Il peut y avoir un programme spécifique quand il y a quelque chose de particulier, par exemple la présidence de l'Union européenne ou des choses comme ça. Mais sinon, il y a 3 gros programmes. Le premier programme, c'est l'action extérieure de la France d'une manière générale, l'action extérieure de l'État d'une manière générale, c'est en fait finalement le budget des ambassades. Un deuxième, c'est tout ce qui est la diffusion culturelle, le budget de l'AEFE, le budget des services de coopération et d'action culturelle. Et puis, vous avez la mission qui s'appelle Français à l'étranger et administration consulaire, je crois que c'est le titre exact. C'est voilà, Français à l'étranger et affaires consulaires. Et c'est une mission qui est bien plus petite, hein, puisque globalement, le budget de la mission, c'est de l'ordre de 1 million, 1,8 million. Le budget de l'action de la France en Europe et dans le monde, c'est-à-dire les ambassades, c'est 1 million, enfin 1,8 million, c'est le budget de l'action de la France en Europe, c'est-à-dire les ambassades. À peu près 700 millions, c'est la diplomatie culturelle, et 370 millions, c'est ce qui touche les Français de l'étranger. Et alors, dans le budget qui touche les Français de l'étranger, hein, Français à l'étranger et administration consulaire, en fait, on peut dire qu'il y a trois sujets. Le premier sujet, c'est le fonctionnement des consulats et les crédits de fonctionnement, les crédits d'action des consulats, en particulier en matière sociale. C'est à peu près 200 millions. Les bourses scolaires, à peu près 100 millions. Et les visas, à peu près 50. Est-ce que ça a changé fondamentalement en termes de chiffres sur les 10 dernières années? Par rapport à votre introduction, je dirais pas tant que ça. Un peu, mais pas tant que ça. Entre 2017 et 2021, les bourses scolaires ont un peu baissé, le fonctionnement des consulats a un peu baissé, mais la difficulté, c'est que dans la même période, on a perdu du personnel. Pas beaucoup non plus, un peu. Mais le problème, c'est que ça fait déjà tellement longtemps que les consulats sont à l'os, que lorsque vous avez un consulat qui fonctionne avec 4 personnes et que vous en retirez une, c'est le consulat qui ne peut plus fonctionner et qui doit se réorganiser et changer complètement ses habitudes au détriment des Français. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir un sentiment, et il est réel,
d'évolution massive du service, mais en réalité, c'est parce qu'il y a déjà des consulats qui sont finalement souvent tellement petits que supprimer un poste ou retirer un peu de moyens, et ça doit tout changer. Ne serait-ce que parce qu'il suffit qu'il y ait une personne qui soit en vacances pour qu'on soit obligé de réorganiser le service. Et actuellement, la difficulté, elle est, quand vous conjuguez ce qui a pu être vécu depuis un peu plus d'un an avec, par exemple, les questions sociales, on a aujourd'hui des consulats qui ne sont plus en capacité même d'étudier les demandes de bourse scolaire de manière correcte. J'étais à Madrid il y a 10 jours, 40% des demandes de bourse scolaire qui ont été exprimées pour la prochaine campagne n'ont pas été étudiées correctement parce qu'il n'y avait pas le personnel pour ça. Donc, ce n'est pas nécessairement qu'il y a des grosses baisses, mais c'est que ça fait tellement longtemps que les ambassades et les Quai d'Orsay se sont habitués, quand il y avait des baisses qu'on leur imposait, à aller chercher et piocher dans le service consulaire plutôt qu'ailleurs, que finalement, toute petite baisse est très sensible à la fin dans le domaine, pour le service. Et donc, on peut dire que sur les 10 dernières années, par exemple, en termes de budget pour l'action sociale, on a les mêmes chiffres, modulo la situation Covid, mais on a les mêmes chiffres. On avait en 2012 16 millions d'euros pour intervenir, pour verser des allocations de solidarité et faire de l'action sociale directe auprès des consulats, même s'il y en a finalement assez peu dans l'Union européenne compte tenu des règlements européens. On a le même montant cette année. Alors qu'en plus, il y a une croissance du nombre de Français qui vivent à l'étranger. Croissance, alors, je ne sais pas si vous voyez le tableau, c'est l'évolution du nombre de Français à l'étranger depuis la 2011, donc ça a monté jusqu'en 2018 et ça baisse après. Mais cette évolution à partir de 2018, moi, je prétends que ce n'est pas une vraie évolution. Je prétends que c'est une évolution qui est due au fait que les consulats n'étant plus en mesure de répondre correctement aux demandes des Français, parce que des consulats qui étaient avant de plein exercice, qui sont devenus des consulats, ce que j'appelle des consulats scooters, c'est-à-dire des consulats dits d'influence, mais qui en fait où il y a un consul et puis rien d'autre, et qui ne font plus de service aux Français. Parfois, on a même ça pour des ambassades. Et finalement, en fait, on a des communautés françaises, des Français qui n'ont plus besoin, qui ne vont plus vers les consulats. Et donc, en fait, ils vivent leur vie sans même s'enregistrer au registre consulaire. Donc, on a une baisse. Parce que cette baisse, c'est les chiffres du Quai d'Orsay. Mais quand vous allez à la DG Trésor et que vous leur demandez des notes sur l'évolution du nombre de Français à l'étranger, ils vont vous présenter des évolutions tout à fait différentes. Donc, c'est assez problématique parce qu'à la sortie, ça veut dire que les services consulaires aujourd'hui ne sont plus en mesure de bien percevoir les évolutions des communautés françaises à l'étranger. Et si on parle de digitalisation, alors on peut dire finalement c'est pas mal parce que pour tous ceux qui sont connectés, si vous pouvez faire des choses directement à distance plutôt que d'aller voir le consulat, bon, il n'y a pas des consulats dans toutes les villes, ça vous évite de prendre des congés, c'est pas mal en général. Le problème, c'est qu'on constate que déjà, il faut être capable de se connecter, il faut pouvoir y arriver, et puis derrière, il faut que ça soit correctement traité, et puis il faut que les gens sachent l'utiliser. Il faut que les interfaces soient… et le fait est que ce n'est pas toujours le cas. J'ai constaté dans plusieurs villes, alors pas en Allemagne, mais dans plusieurs villes, que, par exemple, pour les renouvellements de passeports, ben, ça ne fonctionnait pas. Combien de fois j'ai constaté ça aux États-Unis, j'ai constaté ça à Montréal, j'ai constaté ça à Sydney, où on n'était plus capable de renouveler les passeports à temps pour que les Français qui vivent dans ces pays soient en mesure de disposer, avant l'expiration de leur passeport, d'un nouveau passeport. Donc, on a vraiment aujourd'hui des difficultés. Et quand vous regardez même, la Cour des comptes d'habitude est assez critique en disant il y a trop, etc. Là, la Cour des comptes, sur la manière dont les consulats ont géré la crise Covid, finalement, dit chapeau, parce que avec les moyens que vous avez bien fait les choses. Et pourtant, il y aurait beaucoup à redire. Mais c'est vrai que voilà, on a vu d'ailleurs des consulats qui n'étaient plus en mesure, compte tenu de la situation, du personnel, des gens qui étaient malades, qui n'étaient plus en mesure de venir travailler. Donc, bon, voilà un petit peu ce que je peux dire au premier abord. Il y a
Le problème, c'est que pour un ambassadeur, c'est pas la matière noble, c'est pas la géopolitique, c'est pas la relation bilatérale. Et il faut avoir un peu d'expérience, mais souvent il l'acquiert à la fin, pour se dire que finalement, le consulat, il rencontre les Français. Quand il y a des besoins de visa, c'est eux aussi qui rencontrent finalement. C'est le point de rencontre avec l'ensemble des ressortissants du pays qui veulent aller en France, et par conséquent, ça se soigne. Et ça se soigne pour être finalement bien dans le pays. Mais malheureusement, voilà, il y a beaucoup d'ambassadeurs qui n'abordent pas cette question de cette manière-là et qui ne mettent pas les services consulaires en premier lieu. Et donc, en fait, voilà. Et puis, alors, la deuxième chose, c'est que souvent, ils ne font attention qu'à ce qui est proche. Hein. C'est-à-dire que si vous avez on voit dans ces cas-là plutôt une tendance à vouloir concentrer les choses. Et puis, il y a encore une chose, c'est qu'à partir du moment où on n'a plus assez de personnel pour faire un accueil téléphonique, que vous n'avez plus assez de personnel pour pouvoir traiter en interne les questions, par exemple, d'état civil, on regroupe, on centralise, c'est-à-dire qu'on perd de la compétence locale, on perd de la connaissance de la communauté française, et c'est un petit peu la démarche dans laquelle on est aujourd'hui. Et je crois qu'en Allemagne, en fait, on est en train de passer l'étape de progressivement passer l'état civil à Nantes, si je comprends bien. Justement, tu disais que le budget était resté sensiblement le même au final depuis les dernières années. Mais est-ce que du coup, on observe une différence dans la répartition de ce budget? Donc, est-ce que, par exemple, l'État va plus investir dans tout ce qui est digitalisation des services? Et donc, on avait la question de Valérie, peut-être baisser les dépenses pour subvenir au salaire du personnel. Il y a pas de, on peut pas dire qu'il y ait de baisse sur, par exemple, on peut pas dire qu'il y ait de baisse des dépenses de personnel. Mais là encore, quand c'est global, parce que le problème, c'est que ça peut cacher des choses. Dans ce budget 151, Français à l'étranger et administration consulaire, il y a administration consulaire, c'est-à-dire que vous allez avoir dans ce budget les salaires des consuls qui servent à rien par rapport aux Français. C'est-à-dire, en fait, les consulats dits d'influence qui n'apportent aucun service aux Français, ils vont quand même être sur ce budget. Donc, les chiffres généraux ne veulent pas nécessairement dire quelque chose de significatif. Quand je regarde, hein, j'ai fait un peu, j'ai récupéré quelques chiffres sur les bleus budgétaires avant de venir voir. Il n'y a pas de baisse de dépenses de personnel globale sur ce programme entre 2017 et 2021. Et entre 2012 et 2017, les salaires avaient augmenté d'à peu près 12%. Mais clairement, entre 2012 et 2017, les salaires ont augmenté et les dépenses de fonctionnement avaient baissé. De la même manière, entre 2012 et 2017, les dépenses d'intervention avaient un peu baissé. C'est-à-dire qu'on avait moins d'argent pour faire de l'action sociale, pour faire des rapatriements en 2017 qu'en 2012. Et ça a encore un peu baissé en 2021, parce qu'il y a en gros trois choses. Hein. Il y a le fonctionnement, l'intervention, et la grosse partie, bien entendu, c'est les rémunérations. Mais du coup, comment on explique concrètement cette baisse générale, ou en tout cas cette impression, enfin, c'est pas qu'une impression, Ah, hein, c'est pas qu'une impression. on a eu aussi, via Anne et Florian, des retours des lecteurs qui justement ont des problèmes basiques, comme tu l'expliquais avant, pour récupérer des passeports, des cartes d'identité. Donc, comment on explique concrètement qu'il y a cette baisse de service au final? Il y a cette baisse de service parce que clairement, c'est un des rares services de l'État qui n'a pas augmenté de l'inflation tous les ans, ou un peu, ou en proportion du nombre de Français. Et que même quand on voit que le nombre de personnels mis au service de cette mission, le plafond d'emploi en 2021, c'est 3237 et que c'était 344 en 2017, on se dit, c'est une baisse de 200, mais une baisse de 200 déjà sur 4 ans, c'est énorme. C'est énorme quand vous avez des consulats avec 5 ou 6 personnes.
parfois. Et donc, même avec une baisse qui finalement dit 10%, ben voilà, le problème, c'est quand on regarde les chiffres, c'est tout le problème de cette situation. C'est que quand on regarde les chiffres de Paris, on se dit, ah, c'est pas beaucoup de baisse. Mais -1, quelque part, ça peut faire -30% de l'effectif. Et c'est toute la difficulté. C'est que même une petite baisse qui apparaît comme insignifiante au niveau parisien, quand on regarde les chiffres, c'est-à-dire en fait ce que je fais, là, quand je vous les donne, ça ne traduit pas l'évolution des besoins du terrain. Surtout que sur la période, vous avez aussi une évolution sur la question des visas. Hein. Alors, ça a monté, puis depuis un an, ça baisse. C'est-à-dire que sur la période Covid, dans les pays où il y avait une bonne partie des agents du consulat qui travaillaient sur les visas, bien entendu, ils ont pu être un peu remis sur d'autres choses depuis un an, puisque les visas, il n'y en a plus beaucoup qui ont été délivrés au cours de la dernière année. Mais avant, c'est plutôt une activité qui, au cours des dernières années, a demandé de plus en plus de personnel. Parce que sur les sujets visa, dans les années, fin des années 2000, on a beaucoup externalisé. C'est-à-dire que des choses qui étaient faites auparavant juste dans les consulats, c'est-à-dire recevoir les gens, leur demande de visa, leur demander, vérifier les choses, tout se faisait, recevoir les passeports, enfin, tout se faisait dans les consulats, dans des conditions parfois horribles. À partir de 2006-2007, on a commencé à aller chercher des sociétés qui externalisaient, qui permettaient finalement d'avoir du personnel qui travaillait sur ce sujet, mais qui n'était pas intégré au budget des affaires étrangères, puisque les demandeurs de visa payaient un complément au prix de leur visa qui permettait de rémunérer le service et qui rémunérait donc les sociétés qui externalisaient. On peut discuter sur la philosophie du truc, je ne suis pas très favorable, mais le fait est que le service, à mon avis, s'est largement amélioré pour les demandeurs à ce moment-là, en termes d'accueil, en termes de rapidité, etc. Et ça a permis, dans un premier temps, de reconcentrer les personnes sur du travail, j'allais dire, plus d'analyse des dossiers ou sur d'autres postes. Mais à partir du moment où l'externalisation a été faite, il n'y avait plus de marge de manœuvre. Et c'est ce qu'on a depuis quelque temps. Donc, à partir de là, ils essayent de gratter sur plein de sujets. Donc, maintenant, la difficulté, c'est que les questions d'état civil, c'est de plus en plus concentré. Et je pense qu'on va perdre des compétences locales. Les questions sociales, elles sont de plus en plus, traitées comme étant non prioritaires, alors que là, pour le coup, il faut vraiment recevoir les gens si on veut pouvoir les accompagner. Déjà, faire étudier une demande de bourse dans un établissement scolaire où vous n'avez personne du consulat et qu'on sous-traite ça à l'établissement scolaire, c'est pas fait de la même manière. Et ça, c'est problématique dans les pays où on a beaucoup d'établissements scolaires. Et où on peut. Et c'est vrai que quand on a 600, 1000, 1500 dossiers de bourse à traiter, pour un consulat, c'est lourd. On a même dû, bon, ça ne va pas beaucoup toucher l'Europe, mais la réforme que la Caisse des Français de l'étranger qu'on a fait, elle tient aussi, il y a quelques années, elle tient aussi compte du fait qu'on ne peut pas demander au consulat de faire sur les demandeurs, sur les personnes qui veulent s'affilier à la Caisse des Français de l'étranger, de manière systématique, une vérification de leurs revenus. Et donc, voilà, il y a des choses petit à petit, mais le truc, c'est que c'est tellement sensible parce qu'il n'y a déjà plus beaucoup de monde. C'est ça qui fait que et que sur des questions où on pourrait peut-être libérer et rendre du service, je pense par exemple au passeport. Si vous devez changer de passeport, est-ce que vous avez vraiment besoin, est-ce que c'est vraiment utile quand vous avez déjà donné votre photo? Vous n'avez pas besoin de venir pour donner une photo. Et que vous avez vos empreintes sont déjà dans la base TES, qui est la base où il y a les données qui sont sur les passeports et dans les puces. Est-ce que vous avez besoin de revenir pour redonner des empreintes qui sont déjà dans la base? Non. Et pourtant, ils vous le demandent. Parce que là, pour le coup, ils pensent que c'est utile contre la fraude. Ça n'a pas de sens. Pour ceux qui sont binationaux, je pense que l'Allemagne ne fait pas ça. On pourrait aussi imaginer que sur un certain nombre de sujets, ce soit
il y ait plus de coopération européenne. Finalement, les passeports sont construits sur le même modèle. Est-ce que ça a vraiment un sens de passer devant une borne française alors que tous les passeports européens, ils mettent Bon, il y a des choses en coopération européenne qu'on pourrait avancer, et même hors de l'Union européenne, en termes de coopération européenne. Bon, il y a des choses qui pourraient être faites, mais bon, visiblement, ça bloque. Ok, donc vraiment d'une manière générale, ce qu'on pourrait dire, c'est que le nombre de Français de l'étranger a évolué et que du coup, il y a de plus en plus de besoins, mais que les dépenses, on va dire, de l'État pour subvenir à ces besoins-là n'ont pas été faites en conséquence. Bah, oui, il y a. Alors, moi, je parle là, je parlais vraiment de service. Alors, si on parle adéquation aux besoins, ça c'est encore autre chose. Vous avez j'allais dire, normalisation de l'expatriation. C'est-à-dire, ce n'est pas ce qu'on imaginait il y a 40 ans. On partait avec son contrat, ça coopère, ou en coopérant, ou en contrat d'expatrié. Voilà. Bon, maintenant, il y a la mobilité européenne qui est, pas encore totalement, mais qui n'est pas très loin d'être la même chose que la mobilité, j'allais dire, entre régions. Ouais. Et donc, vous avez des gens normaux, avec des contrats normaux et des motivations normales, et donc des revenus normaux et des besoins qui peuvent être les mêmes. Et ce n'est pas nécessairement plus des gens qui ont vraiment planifié. C'est-à-dire que voilà, question de travail. Voilà. Et donc, finalement, vous pouvez avoir des accidents de la vie, vous avez des besoins nouveaux, parce que, bon, en termes de traitement des bourses scolaires, par exemple, c'est quand même quelque chose d'assez lourd. Si vous voulez scolariser vos enfants au lycée français, c'est une chose, ça coûte cher. Et donc, à partir de là, les bourses, elles peuvent être aussi versées à des gens qui ont déjà, j'allais dire, parfois dans certains pays, c'est plusieurs fois le salaire moyen. Tellement les frais de scolarité sont élevés. Donc voilà, il y a des besoins. Alors après, maintenant, quand on va hors de l'Union, on peut avoir aussi des situations avec des situations sociales, des gens qui sont finalement au même, qui ont les mêmes besoins que les gens du pays. Et quand je dis, voilà, on a une expatriation normale, finalement, en fait, puis les Français sont comme ça, on est un peu tous des caméléons, c'est-à-dire que finalement, on s'installe assez bien dans le pays, dans tous les pays du monde. Et donc, à partir de là, finalement, on a le même type de niveau de vie et les mêmes difficultés. Et donc, voilà, les consulats ne sont pas nécessairement sont pas nécessairement prêts à faire ça et équipés pour. Merci Jean-Yves déjà pour tout ce que tu nous as dit sur ce sujet. J'aimerais bien mentionner une chose quand même. Si on voit en Allemagne les Français qui vivent ici, il y a quand même une grande majorité, c'est pas la majorité, mais presque 40% qui sont des Français qui sont nés en Allemagne, qui n'ont jamais vécu en France, qui vivent ici, qui sont binationaux. Et le seul contact qu'ils ont avec une administration française, en général, c'est le consulat. Alors, maintenant, si j'imagine les 40 000 Français dans notre circonscription, vivons tous dans une seule ville en France. Et le maire commence à réduire le personnel. Le maire réduit les heures d'ouverture. L'État réduit le service pour les habitants de la ville. Mais ça serait la première manifestation au village, tout de suite. Mais ici, quand on en parle avec le consulat, ils font un bon travail avec les moyens qu'ils ont, mais ils n'obtiennent pas les plaintes des Français parce qu'ils ont des contacts tous les 4 ans, quand ils vont faire un passeport, ou tous les 10 ans, ils n'entendent pas cette voix. Et on n'a pas cette communauté. Et il y a beaucoup de Français qui sont nés en Allemagne qui n'ont jamais eu vraiment un soutien pour apprendre le français.
et qui n'ont pas eu le contact non plus du consulat de la France, de les motiver à apprendre le français. Des fois, quand on a les élections, il y a des Français qui viennent voter avec leur passeport allemand. Pourquoi? Parce que c'est trop compliqué d'aller prendre le passeport français. Et quand tu leur parles en français, des fois, ils ne comprennent rien du tout. Ce n'est pas normal. La France devrait être quand même conscient de soutenir les Français nés en Allemagne ou binationaux, de faire plus pour eux. Imagine ça dans une ville en France, ça serait impossible. Et pour ça, moi, je trouve que les Français de l'étranger devraient avoir une voix encore beaucoup plus forte. Et c'est pour ça que j'ai commencé à m'engager dans cette liste, parce que je trouve qu'il y a des choses à faire. Et je suis content de notre équipe qui est vraiment engagée et qui veut faire changer les choses. Je trouve ça très important. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire, nous, les Français à l'étranger qui n'ont jamais vécu en France? On vote. Ben, si on a des propriétés en France, par héritage, peut-être un jour, on va payer des impôts. Mais sinon, tous les 10 ans, on va faire un passeport. C'est pas ce que j'attends de ma nation. Je pense que, merci Marc pour ce retour de binational très franc et très réel. Il y a aussi une question de Karim dans le chat, justement. Est-ce que actuellement il y a la possibilité ou en tout cas l'intérêt du gouvernement de mesurer la satisfaction des Français de l'étranger? Est-ce que c'est quelque chose qui intéresse quelqu'un dans l'administration française? Parce qu'on voit bien que Marc n'est pas content. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour Marc? Moi, je pourrais répondre, mais on a au moins 3 conseillers consulaires, conseillers à l'Assemblée des Français à l'étranger dans ce webinaire. Anne, Philippe, Monique, qu'est-ce que vous avez comme expérience dans vos consulats? Oui, alors bon, nous, on en a souvent parlé donc avec Marc, avec Olivier, Salia. Nous, la situation ici dans notre circonscription, c'est qu'on a quand même une grosse circonscription avec 39 000 inscrits. Hein. On a un seul consulat général, administration consulaire, à Francfort, et on a 2 consulats d'influence à Düsseldorf et à Saarbrück. Donc, c'est clair qu'on est sous-équipé, c'est par rapport à la taille de la circonscription. Et le consulat de Francfort, donc le consulat général qui s'occupe de l'administration consulaire, est depuis ces dernières années, et c'est vrai ce que tu dis, Jean-Yves, on ne voit pas véritablement les budgets, et c'est dommage qu'on ne les voit pas un petit peu plus près, mais ce que nous on entend depuis ces dernières années et qu'on constate, c'est la réduction des moyens, qui fait que malgré une équipe consulaire engagée et qui fait ce qu'elle peut, par exemple, depuis plus d'1 an, on n'a plus de tournée consulaire. Ils n'ont même plus les moyens de faire une tournée consulaire. L'année dernière, quand ils ont voulu, après le premier confinement, quand ils ont voulu rattraper le retard pris dans le traitement des dossiers, la consul avait proposé à son personnel qui était d'accord d'ouvrir un après-midi de plus au public, parce que pour le moment, il n'y a qu'un seul après-midi qui est ouvert au public. Ça a été refusé parce qu'ils n'ont pas eu le budget pour obtenir un après-midi de plus du service de sécurité. Parce qu'il faut faire venir un service de sécurité quand il y a du public qui vient. Donc, on s'aperçoit véritablement qu'on travaille avec des bouts de ficelle pour un consulat qui, je le répète, traite quand même les dossiers de 39 000 personnes. Et ça continue, il y a eu des questions dans le chat là-dessus, ça continue aussi au niveau des instituts français. Bon, ne parlons pas de la fermeture de l'Institut français de Francfort qui a eu lieu en 2009, donc une ville comme Francfort, qui est quand même la ville de la Banque centrale européenne, n'a pas d'institut français, ou du moins a un institut de recherche franco-allemande qui fait un petit peu de culturel et qui est relié au réseau Institut français pour dire que, mais il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de médiathèque, il n'y a rien. À Düsseldorf, donc en Rhénanie-Westphalie, on a une consule générale, donc de ce consulat d'influence, qui est également directrice de l'Institut français de Düsseldorf et de l'Institut français de Cologne. C'est là qu'on se pose quand même un peu des questions.
voilà, juste pour faire un petit peu le tableau de la circonscription. Je ne sais pas si Florian, pour notre circonscription, ou Philippe, qui lui est à Berlin, donc proche de l'ambassade. Nous, en plus, on a un consulat de province, veulent rajouter peut-être quelque chose. Philippe? Philippe, tu veux dire quelque chose? Bonsoir, je n'ai pas beaucoup de choses très différentes à dire. L'analyse que font les conseillers consulaires, les conseillers français de l'étranger, elle est semblable parce qu'on voit bien sur le terrain la façon dont le public est reçu ou n'est pas reçu, que ce soit au téléphone, en l'absence d'un service efficace de téléphone, qui soit distinct des postes des personnes qui travaillent au consulat. À Berlin, les gens qui ne sont pas devant leur guichet à faire des passeports, ils sont au service d'accueil téléphonique, un petit peu. Voilà, c'est les bouts de ficelle dont parle Anne. Donc, c'est ça le service dans une notion de proximité. Pour les gens qui sont près du consulat, c'est pas trop grave, mais pour les gens qui sont très éloignés, qui sont même à plus de 50 ou 100 kilomètres, ça demande effectivement du temps, des frais de déplacement, et effectivement, c'est très rédhibitoire par rapport aux démarches éventuelles qu'on a à faire, d'où effectivement, on revient à ce qui a été dit, de préférer faire des démarches du côté allemand si on est binational. C'est comme ça que la France ne répond pas à l'appétence de France, des Français établis hors de France. Et il faut faire attention de ce point de vue-là. Là, on sort un peu du sujet, mais enfin, je vais sortir un peu du sujet. C'est vrai, et c'est ce que je montrais. Et on le voit aussi dans des pays plus éloignés. Je pense à l'Australie, je pense aux États-Unis, où vous avez des familles binationales qui, au bout d'une génération, ont perdu la langue française. Aujourd'hui, vous avez à peu près un peu plus de 50% des jeunes Français qui sont binationaux. Et vous avez, quand les journées défense et citoyenneté, ou l'appel de préparation à la défense, ça s'appelait comme ça avant, a été mis en place, plus de la moitié des jeunes qui répondaient à l'étranger ne parlaient pas français. Donc on a un vrai problème avec l'apprentissage de la langue française. On n'a pas un tiers des enfants qui sont dans notre réseau de l'enseignement français à l'étranger. C'est pas obligatoire, c'est normal, il n'y a pas des écoles partout, ça coûte cher. Mais on n'a pas les outils pour. C'est un réel échec, parce que y a d'autres pays européens qui n'ont pas de budget, qui ne font rien, etc. Mais nous, on a quand même un certain nombre de moyens. Et quand on regarde les moyens qui sont mis par rapport aux résultats, effectivement, il y a une difficulté. D'où le besoin de développer des classes bilingues, des programmes flammes, etc., pour essayer un minimum de tenir. Mais c'est vrai aussi pour les questions administratives. Et pour les questions administratives, attention, parce que finalement, on commence à voir des gens à qui à un moment on dit, bah, désolé, pendant 50 ans, vous êtes binational, vous n'avez pas eu de vie administrative française, votre nationalité est caduque. Parce que c'est ça aussi la nationalité française. Il faut la vivre pour qu'elle existe, c'est-à-dire qu'elle peut se perdre. Si vous n'avez pas de vie administrative française pendant 50 ans, voilà, on peut vous la contester. Donc c'est important, même si ça peut être un peu pénible, de faire les déclarations de naissance, de faire des transcriptions. Par rapport aux questions de nom tout à l'heure que j'ai vu passer dans le chat, ça a aussi un sens, parce que ça peut aussi à ce moment-là vous conseiller sur les noms au moment des transcriptions de mariage. Il ne faut pas oublier ce genre de choses, parce que même si un acte d'état civil étranger est réputé, sauf s'il est évidemment faux, valable en France pour la plupart des actes de la vie courante, c'est quand même mieux, parce qu'à un moment ou un autre, voilà, on peut s'interroger. Hein, et donc, il peut y avoir des difficultés. Voilà, donc il faut un peu penser à ça. Et c'est vrai que l'évolution des consulats actuellement, elle est problématique de ce point de vue-là. Et que vous dire de cette année?
où, compte tenu du fait que la plupart des agents consulaires doivent travailler avec des logiciels qui sont quand même un peu sécurisés, des données, etc., ils n'ont rien pu faire de chez eux. Donc les choses ont dormi, se sont faites de manière plus lente, n'ont pas été faites, voilà. Alors, il y a deux personnes qui ont levé la main. Pardon, je veux dire qu'actuellement, effectivement, il y a un gros souci, il y a un gros retard. Et moi, je m'aperçois aux emails qu'on reçoit, ça n'arrive pas à suivre. On arrive vers l'été, les gens veulent refaire faire leur papier. Et les prises de rendez-vous, le consulat travaille à demi-équipe. Et donc, la plateforme de rendez-vous n'arrive pas à suivre. Actuellement, on sent vraiment que c'est en train de s'engorger. Oui, donc il y a deux personnes qui ont levé la main. Donc, je ne sais pas qui était la première personne, mais Monique, du coup, je te laisse intervenir. Oui, moi, je vous appelle du Luxembourg. On a quand même plus ou moins les mêmes problèmes. Mais là, on a un problème beaucoup plus gros que le vôtre et vous allez l'avoir une fois que l'état civil partira à Nantes. Nous, ça fait 1 an. Donc, il y a du personnel qui est supprimé. Et ça, c'est un gros problème parce qu'il reste quand même des choses à faire localement. Et le personnel, il y en a quand même beaucoup moins. Donc, l'état civil, faites attention parce qu'on va vous supprimer énormément. Et ensuite, on nous a dit qu'avec France Consul, cette nouvelle application, les choses seraient meilleures, mais ce n'est pas vrai. France Consul fonctionne très mal. Ça, Jean-Yves aussi, il faudrait peut-être faire une petite enquête à ce sujet-là. France Consul qui aurait dû être lancé en février 2019, le gouvernement l'avait promis. Ça n'a pas été fait en février 2019, ça vient d'être fait il y a 2 ou 3 mois. Donc, quand on posait la question, simplement on nous a dit c'est la raison sanitaire, ce qui est faux, parce qu'en février 2020, excusez-moi, on pouvait très bien, non, 2019 et ensuite 2020, on pouvait très bien le lancer. Mais ça ne marche pas bien du tout. C'est fait pour aider. Est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec France? Ça serait intéressant de le savoir. Moi, ici au Luxembourg, tous ceux qui ont essayé ont de gros problèmes, comme avec Service Public lorsqu'il a fallu se réinscrire. Donc ça, c'est une chose, vous m'en parlerez après. Donc ça, c'est une petite chose. Une chose aussi, par rapport aux binationaux, ce que tu disais, Marc, c'est tout à fait vrai. Maintenant, ici, les Français ne s'inscrivent plus du tout. Ils oublient. Et on risque, comme disait Jean-Yves, de perdre des nationaux qui ne seront plus. On a un exemple d'une personne un peu âgée, ça fait 40 ans qu'elle n'a pas pris contact avec le consulat. Elle a voulu y aller pour des papiers. On lui a dit non, vous n'existez pas. Et c'est vrai, cette personne n'existait pas. N'avait jamais vécu en France. Donc, elle n'existait pas du tout. Donc, elle était luxembourgeoise et elle est restée avec cette nationalité. Bon, ça existe déjà, en fait. Hein. Donc, on ne sait pas comment ça s'est perdu, mais c'est une chose qui peut arriver. Donc, ça, c'est une chose. Quelqu'un aussi dans le chat parlait du fait de pouvoir voir entre l'administration allemande, chez vous, hein, et l'administration française, pourquoi pas faire les mêmes choses. Cette chose-là est en train de se faire dans certains pays éloignés. Donc, je pense que ça pourrait arriver aussi. Maintenant, les consulats, ils s'arrangent entre eux. La France a un consulat quelque part dans un pays éloigné. Les Allemands peuvent venir et le contraire aussi. Donc, c'est une chose qui pourrait… On en a vaguement parlé aussi de cette chose-là, mais il faudra attendre. Mais le plus important, c'est que nous allons perdre énormément de personnes. Nous, à Luxembourg, on sait qu'il y a beaucoup plus de… En gros, selon les statistiques luxembourgeoises, il y a 52 000 Français au Luxembourg et au consulat, 30 000 seulement sont enregistrés. Vous voyez, donc c'est énorme. Et bon, après, il faut se réenregistrer s'ils veulent des papiers, ou alors ils abandonnent carrément, ils deviennent luxembourgeois après 5 ans, comme la plupart, et abandonnent tout ce qui est contact avec la France. Et même ici au Luxembourg, nous en avons quelques-uns qui parlent, comme un peu dans certains pays où les enfants ne parlent pas du tout français, il y en a quelques-uns qui ne parlent pas bien du tout. Donc ça, c'est souvent des familles binationales, etc. Mais c'est un problème aussi. En Allemagne, je pense que c'est peut-être un petit peu différent, mais c'est quand même un gros problème aussi. Donc moi, vraiment, je voudrais essayer de voir ça. Je verrai ça avec Anne et Philippe, même s'ils ne sont pas réélus, si nous ne sommes pas réélus, on verra bien. Mais j'aimerais quand même qu'on voit ce qui se passe chez vous en Allemagne, une fois que l'état civil partira au Havre comme chez nous. Autre chose aussi que moi maintenant je conseille à mes concitoyens ici, Luxembourg, la France n'est pas loin, quand ils ont des passeports à faire, vu que ça commence à être un peu long ici, c'est de passer la frontière et de le faire en France. Donc, ceux qui sont près de la frontière française peuvent très bien aller dans une commune et refaire leur passeport. Actuellement, il y en a énormément qui le font en prévision des vacances ou de vouloir partir. Donc, c'est une chose qui peut se faire aussi, uniquement le passeport. Nous, notre autre problème, c'est que
l'administration consulaire ici est prévue par rapport au nombre de Français inscrits, c'est-à-dire 30 000, mais nous avons 120 000 frontaliers français qui passent tous les jours la frontière et qui viennent faire leurs papiers chez nous. Parce qu'ils n'ont pas des jours à prendre. Donc, si vous voulez, on a quand même 120 000 Français qui potentiellement peuvent venir faire leur passeport ici, au Luxembourg, alors que là, ce n'est pas fait pour, mais on ne peut pas leur refuser à cause de ce système. Ils estiment que c'est encore un bureau d'état civil pour les passeports. Donc, nous avons ça aussi. Et ça, c'est un gros problème parce que ça perturbe aussi toute l'organisation, car le personnel ne suit pas. En gros, j'ai fait un petit peu, mais nous avons tous plus ou moins les mêmes problèmes. Merci. Merci Monique. Bon, je pense qu'on peut passer à l'autre étape où justement on voulait parler de l'avenir finalement de ces services consulaires. Donc Monique en a parlé là de la digitalisation des services. On a eu aussi Valérie qui a fait un commentaire, Alain qui a fait un commentaire aussi au sujet de la collaboration avec les autorités locales. Donc Jean-Yves, est-ce que selon toi, on a on va dire des voies d'issue pour quand même avoir, malgré tout, via la digitalisation des services qui répondent aux besoins des Français et aussi potentiellement avec l'aide des autorités locales. Est-ce que tu es au courant de certains projets, en Allemagne particulièrement, puisque ici, on s'adresse aux Français d'Allemagne, qui sont dans les tuyaux? Des bons projets, pas trop, parce qu'en réalité, je suis aussi assez inquiet sur l'externalisation de l'état civil, parce que c'est pas évident. En plus, quand je vois, parce que ça a été mis en place en Pologne il y a quelques mois, pour obtenir les actes qu'il faut récupérer pour ensuite les envoyer à Nantes, ils nous obligent à faire des choses qu'ils pourraient faire directement à Nantes quand ils reçoivent les choses. Deuxièmement, ils nous demandent d'envoyer des documents qui sont parfois des originaux, qu'on ne peut pas toujours avoir en double. Ils nous demandent de traductions assermentées qu'avant, ils ne nous demandaient pas quand on faisait les choses sur place. Et des documents qui ne sont pas des documents, enfin, je dirais un livret de famille, c'est pas. C'est quand même dommage de le perdre. Ça va être envoyé par la poste classique. Entre la France et l'Allemagne, c'est pas le pire, mais quand on le fait sur des pays où c'est un peu plus compliqué, c'est quand même pas très correct. Et je trouve que c'est un peu paradoxal que sur les questions de passeport, ils nous emmerdent avec les empreintes, le fait de ne pas pouvoir les envoyer, etc., où il faut vraiment tout suivre parfaitement, et ils sont incapables de mettre un minimum de suivi sur des documents d'état civil quand ils nous demandent d'en envoyer ou de les retourner. Là, il y a des vraies difficultés. Sur les papiers, Monique l'a dit, mais en fait, moi, quand je parle avec mes collègues des départements, cette question des passeports et des cartes d'identité, elle est aussi vraie en France, puisque depuis que tout est sur la même base TES, en fait, toutes les mairies en France n'ont pas les machines. Donc, il y a quelques mairies qui font le boulot pour les autres. Et ces mairies-là, finalement, en fait, c'est les contribuables des mairies concernées qui vont payer le personnel qui va faire fonctionner qui va être capable qui va faire ça sur un bassin beaucoup plus gros. Et comme ils n'ont pas toujours beaucoup de moyens, effectivement, dans un certain nombre d'endroits, les gens savent que c'est plus rapide à l'étranger. Et pour l'instant, il faut reconnaître que de ce point de vue-là, les grosses difficultés pour les passeports, c'est pas dans la périphérie, c'est assez loin de la France. C'est ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est les États-Unis, c'est le Canada, c'est l'Australie. En tout cas, c'est ceux que j'ai notés. Voilà. En France, il y a, comme on peut demander son passeport n'importe où, c'est-à-dire qu'à la limite, même si vous êtes en déplacement en Italie, vous pouvez demander votre passeport à l'ambassade de France à Rome. La seule chose, c'est qu'il faut rester suffisamment longtemps pour pouvoir le récupérer après. Mais il y a une vraie, une vraie difficulté avec ça, et j'ai l'impression que on ne va pas dans un sens d'harmonisation européenne particulier, malheureusement. Hein. Moi, j'ai été, alors ça, je sors un peu du sujet, mais je travaillais un peu sur les questions de passeport, de niveau de sécurité, etc. Vous savez, dans le passeport, vous avez ce que vous voyez, et puis derrière, il y a la partie électronique, c'est-à-dire le code, les chiffres qui sont en bas. Et quand vous voyez je vais en avoir un ici. Quand vous avez quand vous lisez
les barres qui sont là, avec ça, vous êtes capable, vous passez ça, vous êtes capable de lire dans la puce la photo. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Et tout le monde est capable de le faire. Bon. Par contre, le deuxième niveau, vous avez les empreintes. Il y a une clé que seule la France a. Et ce n'est pas la même clé pour les passeports allemands. Eh bien, imaginez-vous que toute l'Union européenne s'est mise en tête avec une norme pour les passeports, qui est une norme européenne, où on dit comment c'est fait, quels sont les niveaux de sécurité, etc. Et entre les pays, ils ne s'échangent pas les clés qui permettent de lire les empreintes digitales. Il a fallu faire 3 ans d'intervention pour que ça puisse se faire, qu'on puisse arriver à ça en France. C'est assez terrible. Donc, arriver à des niveaux supérieurs, il faut le faire, mais ça va prendre, ça va prendre malheureusement beaucoup de temps, alors que voilà, pour ceux qui habitent en Europe, ce serait super d'aller vers ça. Je trouve quand même assez dommage que, je parlais tout à l'heure de la question des visas, vous ne la vivez pas, mais que finalement, on trouve des images de consulats européens quand finalement, dans un pays assez lointain, c'est la même société qui externalise les visas pour la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, etc. Et que finalement, en fait, c'est ce qui fait office de consulat européen pour les ressortissants du pays dans lequel c'est installé. Et tu parlais de la Pologne où justement, ils ont commencé à centraliser maintenant à Nantes pour tout ce qui est état civil. Est-ce qu'il y a déjà des mesures qui ont été mises en place pour justement pallier à l'inefficacité des services digitalisés? Est-ce que tu pourrais peut-être un peu élaborer là-dessus? Sur ça, Nantes n'est pas mauvais en soi. Le problème, c'est que ça engendre pour l'usager un certain nombre de difficultés. Parce que déjà, ne serait-ce qu'il faut traduire et faire traduire, les traductions assermentées. Franchement, c'est déjà après suivi des documents. Pour l'état civil, c'est surtout ça. C'est l'exigence de traduction assermentée, les coûts que ça engendre et le suivi des documents. Hein, c'est ça. Mais c'est vrai que quand on habite dans la ville où il y a le consulat, ça change la vie. Quand on habite loin du consulat, franchement, que ça se fasse à Nantes ou que ça se fasse à Francfort quand on est de l'autre côté, c'est pas nécessairement un grand changement. C'est l'argument qui est utilisé d'ailleurs, mais le fait est quand même qu'il y a pour moi, ça ne sert à rien de tout centraliser. Donc voilà, Marc, maintenant tu pourras faire tes documents à Nantes. Oui, c'est super. Mais tu sais, de temps en temps, j'y vais pour arbitrer du hockey en France. J'ai déjà été à Nantes, ce sera l'occasion de le faire. Attention. Alors attention, à Nantes, c'est la transcription des actes d'état civil. Il ne faut pas confondre état civil, hein. Donc c'est acte de naissance, acte de mariage, divorce, tout ça. Et puis l'établissement des documents d'identité. Hein. Là, ça reste dans les consulats. On peut même avoir dans un certain nombre de choses, dans un certain nombre de cas, des tournées consulaires. Ça peut exister. Il y a des équipements qui étaient absolument incroyables il y a quelques années, qui ont réduit un petit peu en taille. On peut aussi, voilà, la remise des documents, c'est une chose. Hein. Là, c'est pas Nantes. Par contre, effectivement, ils ne sont pas faits sur place. C'est-à-dire que les données sont récupérées, intégrées dans la base, et ensuite, la production des documents, elle est faite en France, et les documents sont renvoyés. C'est pour ça que ça prend entre quelques jours et quelques semaines pour le recevoir ensuite. Jean-Yves, j'ai une question à ce sujet. Si les services pour les Français de l'étranger dans le futur ne se développent pas au positif, il ne serait pas nécessaire de donner plus de pouvoir aux conseillers consulaires de prendre leur part de la décision sur place de ce qui va être fait ou pas fait. Est-ce qu'il y a déjà eu un projet de loi au Sénat pour donner plus de pouvoir aux conseillers consulaires? Parce que là, on essaye d'influencer, on essaye de donner nos avis, on s'engage, mais à côté, dans une ville française, on serait le conseil municipal
on aurait des droits, on pourrait décider des choses, on pourrait faire avancer nos projets. Là, on ne l'a pas vraiment. Comment vous pensez de ça? Et est-ce qu'il y a eu déjà des projets de loi de changer un peu ces droits des consulaires des Français à l'étranger? Il est évident que le MAE, s'il pouvait remplacer les consulats par les conseillers consulaires sans les payer, ça serait super. Mais que dirait Anne, que dirait Olivier demain si vous deviez étudier par vous-même l'ensemble des dossiers de demande de bourse, si vous deviez valider ou redonner les passeports? Bon, quand on est dans une communauté à 500 personnes, on peut y arriver. Mais quand on doit remettre des passeports tous les jours, ne serait-ce que vous prenez un consul honoraire, déjà, c'est ce qu'il fait. Hein, ce n'est pas un professionnel, il a une autre activité, il accepte de faire ça en plus. Si il est dans une ville où il y a quelques milliers de Français et qui doit faire, quand il y a des élections, quelques procurations tous les jours, ou toutes les semaines, il doit remettre une dizaine, même 20, même 20 passeports, bon, ce n'est pas énorme, mais ça va quand même lui demander une organisation qui fait qu'il ne peut plus faire n'importe quoi. Donc, il ne faut pas confondre, enfin, voilà, là, ce serait vraiment la suppression totale du service public. Bien entendu, quand vous avez, autre sujet qui n'a rien à voir, et je pense qu'il n'est pas actuel en Allemagne, puisque vous avez des échanges, on a des échanges d'état civil qui permettent d'éviter les certificats de vie, me semble-t-il, avec l'Allemagne, non? Vous n'avez pas ce sujet des certificats de vie? Si, on l'a encore, vous l'avez notamment encore pour les retraites complémentaires. Ah, d'accord. Donc, vous l'avez quand même un peu. Ça a été très chaud cette année, justement, parce que le nouveau formulaire, ils avaient oublié de mettre la traduction allemande. Donc, on a eu des gros problèmes là-dessus. Mais supposez que, ne serait-ce que les certificats de vie, dans un certain nombre de pays, c'est pas énorme, il y a quelques pays, il va y avoir une demande tous les mois, quelqu'un de bonne volonté va le faire. Mais quand ça devient 15 ou 30 par jour, c'est pas possible pour un conseiller consulaire. Et déjà même pour un consul honoraire, et même pour un consulat, s'il doit avoir une personne à temps complet sur ce sujet. Donc, finalement, les élus, ils sont pleins de bonne volonté, ils vont travailler plus que 35 heures par semaine, mais à la fin, c'est pas comme ça qu'on assure le service public. Ils sont pas là pour ça. Ils peuvent mettre de l'huile dans les rouages, mais ils doivent avoir du temps pour se poser, écouter, faire des propositions. Ils ne doivent pas être dans le quotidien du service public. Même si on va leur reconnaître un certain nombre de compétences. Hein. Sur un certificat de vie, si tu reçois quelqu'un, Anne, tu peux le signer si tu as un tampon, ça va marcher, même si théoriquement, ce n'est pas extrêmement logique ou sûr que tu l'aies sur le plan réglementaire, mais ça va passer probablement. Mais ce que je voulais dire, Jean-Yves, c'est, peut-être je me suis mal exprimé, mais par exemple, quand le consulat de Francfort, vu son personnel, vu son budget, réfléchit à faire par exemple l'ouverture d'une après-midi de plus ou de faire 2 tournées consulaires dans la circonscription ou dans les Landes, j'aimerais bien que le conseil consulaire peut pas seulement donner son avis, mais peut prendre des décisions avec le consul sur ces questions, c'est-à-dire d'avoir plus d'influence, d'être obligé d'être demandé leur avis et de prendre des décisions dans le cadre de ce que le consul a fait. Tu vois, de prendre des décisions l'un ou l'autre, mais pas de décider plus ou moins de personnel ou faire nous-mêmes des choses, mais de prendre des décisions pour les Français sur place. Est-ce qu'ils préfèrent avoir une après-midi de plus à Francfort d'ouvert ou 2-3 tournées de consulaire dans l'année pour que les gens à Münster ne font pas 600 km aller-retour pour aller chercher leur passeport à Francfort? J'imagine que ça doit faire partie des choses qui doivent être échangées, on pourrait envisager une organisation différente des conseils consulaires. Mais je pense, si je devais donner les responsabilités aux élus directs, c'est plus sur l'attribution des bourses scolaires, c'est plus au niveau de l'Assemblée des Français de l'étranger, c'est plus des choses comme ça sur lesquelles il faudrait réfléchir. Maintenant, j'imagine qu'un consul normalement constitué va échanger avec les conseillers consulaires, les conseillères consulaires, pour savoir un peu s'il doit choisir entre les tournées
où est-ce qu'il doit faire des tournées. Un conseiller peut aussi lui dire au consul, c'est important de faire telle ou telle tournée. Mais après, c'est un consul qui va savoir si, parce que je le vois dans certains pays, il faut faire des tournées consulaires. Mais si quand vous faites une tournée consulaire, vous rencontrez, vous avez 3 fois moins de rendez-vous que quand vous restez dans la ville-centre, est-ce qu'il faut le faire? Voilà. Et ces choses-là, effectivement, ça peut se discuter avec les conseillers consulaires. Est-ce qu'il faut donner l'ordre au conseiller consulaire de dire au consul ce qu'il doit faire tous les jours? Bon, mais normalement, ça doit être de bonne entente, mais je pense que ça se fait. Je salue Luc de Vim, conseiller au Danemark, qui vient de se connecter. Normalement, si ça se passe en bonne intelligence, je crois que les choses se font ainsi. Mais je comprends très bien Jean-Yves, mais c'est peut-être parce que depuis 28 ans, je suis membre du conseil municipal de ma ville en Allemagne, et c'est exactement ce qu'on fait tous les jours. On donne un peu les ordres, ce que fait le maire. C'est pour ça que je suis peut-être trop habitué à ça. Merci quand même. Non, mais ça, sur un certain nombre de sujets, on pourrait le faire. Maintenant, sur les questions de l'établissement des documents, sur des choses comme ça changerait le métier. Voilà, c'est pas impossible. Hein. C'est d'ailleurs un peu toute la démarche quand on a créé les conseillers consulaires. Mais est-ce qu'on doit aller jusqu'à créer des mairies à l'étranger? Bon, voilà, c'est pas évident. Est-ce qu'il y aura, là, on aurait après une question de défense du budget qui serait peut-être encore plus compliquée qu'aujourd'hui. Valérie, tu voulais intervenir? Oui, j'avais une question ou plutôt une remarque. Je pense que c'était aussi une idée que tu avais, Marc, sur la coopération avec les Einwohnermeldeämter en Allemagne. Enfin, en Allemagne, on a l'obligation, quand on s'installe quelque part, de se signaler à la ville de résidence et de se faire inscrire au registre de cette ville. Et pour moi, ce serait vraiment le lieu où on pourrait aussi atteindre les Français qui s'installent en Allemagne et leur donner une information sur le consulat dont ils dépendent et leur dire à l'occasion aussi, n'oubliez pas de vous inscrire, puisque c'est souvent le cas, c'est quand on déménage et quand on s'installe ici, qu'on ne sait pas, en fait, on n'y pense pas parce que de toute façon, c'est l'Allemagne, c'est l'Europe, tout se ressemble, on connaît les codes, etc. Et donc, on ne pense pas à se signaler auprès de son consulat. Et on se pose la question uniquement au moment où on doit refaire ses papiers d'identité, où on est confronté à d'autres cas d'état civil ou à d'autres questions dans sa vie et dans son quotidien. Et donc, je me demande dans quelle mesure, en soi, à mon sens, ça devrait être l'une des missions des consulats et éventuellement aussi des conseillers des Français de l'étranger de chercher ce contact avec les administrations locales et de faire en sorte qu'il y ait cette information qui soit transmise aux citoyens français, puis lorsqu'ils s'inscrivent au Einwohnermeldeamt de leur ville. Voilà. Ça peut être utile pour un certain nombre pour des prises de conscience. C'est vrai qu'il y a des choses. Chacun, si on n'est pas né à l'étranger et qu'on a choisi de partir dans un autre pays, on n'a pas nécessairement assumé d'un seul coup toutes les conséquences que ça pouvait aller et maîtriser tout. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, et on n'a pas nécessairement besoin de tout d'un coup, et on ne serait pas prêt à écouter tout d'un coup. Ça dépend des circonstances de la vie, mais c'est vrai que c'est bien de savoir que vous pouvez les trouver, ces informations. D'un autre côté, donc c'est bien, c'est aussi le rôle, hein, quand voilà, là vous êtes en campagne, vous avez eu une première partie où finalement vous avez essayé de chercher tous les gens qui vous connaissaient pour être sûr qu'ils soient sur la liste électorale. C'est pas enregistré au consulat, mais au moins ils sont sur la liste électorale. C'est aussi, voilà, c'est cette dynamique-là. Je ne pense pas que il faut aussi
on doit laisser les gens libres. C'est-à-dire que je ne pense pas que le consulat doit, qu'on doit donner des moyens. Enfin, si on doit donner des moyens au consulat, c'est pour rendre des services aux Français qui viennent demander des services, pour avoir des communications sur les choses normales, probablement pas pour. Enfin, en tout cas, il faut pas pister les gens partout pour leur dire enregistrez-vous au consulat. Les gens sont libres. Voilà. Et il y a des obligations parce que vous êtes en Allemagne. Je pense que ce ne serait pas une bonne chose que le consulat aille chercher l'information pour récupérer les gens. Non, non, c'était plus dans le sens, c'est un endroit où on peut délivrer cette information. Ah, le savez-vous, vous pouvez aussi vous inscrire auprès de votre consulat pour bénéficier des services consulaires aux Français qui sont établis hors de France. C'était plus dans cette idée-là, plutôt que dans l'idée de pister et de donner tous les noms des Français inscrits à Bonn, par exemple. Et puis il y a besoin dans un certain nombre de pays, vraiment, où il y a des questions de sécurité, où il y a des questions de protection sociale qui sont plus aiguës qu'en Allemagne. C'est important, hein, où voilà, il n'y a pas de service public, il n'y a pas de protection, il va y avoir des questions sur les droits des femmes, sur les enfants à certains moments. Voilà, si on est dans un pays où c'est particulièrement déficient, on doit pouvoir avoir des moyens. Et les Français doivent avoir doivent savoir que les consulats sont là aussi pour ça, et les consulats doivent être formés. Pour compléter ta remarque, Valérie, je pense, moi, que c'est quelque chose, puisqu'on parle toujours beaucoup de la fameuse coopération franco-allemande, que c'est effectivement quelque chose qui devrait être, faire partie de discussions et de négociations, mais là, on est plus au niveau du corps consulaire, de ces fameux consulats d'influence, de l'ambassade, des consulats généraux, qui devraient, effectivement, pourraient faire des démarches vis-à-vis des autorités d'accueil en Allemagne pour leur dire, écoutez, voilà, quand on a des ressortissants français, pourquoi ne pourriez-vous leur donner une information au moins, alors comme tu dis, j'arrive pas les obliger, mais au moins leur donner l'information. Il est important que vous enregistriez également au consulat compétent. Et ça, je pense effectivement que c'est dans le cadre de la coopération franco-allemande quelque chose qu'on pourrait demander. Même à la limite que les conseillers consulaires peuvent faire remonter au consulat. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, je ne sais plus pour quelle élection c'était, je ne sais pas si c'était en 2012, ou ici, l'équipe consulaire de Francfort avait fait un très, très gros travail avec justement les autorités d'enregistrement allemandes pour répertorier les Français encore inscrits ou plus inscrits, pour bien nettoyer la LEC, justement, etc. Et ils avaient fait un gros travail. Donc, c'est possible. Hein, il y a cette possibilité de s'adresser. Après ça, les autorités allemandes n'étaient pas obligées de répondre, mais ils avaient joué le jeu. Les municipalités avaient joué le jeu dans la région. Donc, c'est possible. Effectivement. Donc, c'est une suggestion à retenir pour les futurs élus. Il doit y avoir aussi des échanges d'informations qui sont forcés par l'Union européenne au moment des élections européennes. Je ne suis pas un grand fan de ça, parce que je trouve qu'à partir du moment où on a le droit de voter dans son pays de résidence, et on doit voter dans son pays de résidence, hein, voilà. Donc moi, je n'aurais pas nécessairement, je milite pas pour conserver le droit de vote pour les Français qui vivent en Allemagne, en Pologne, en Espagne, dans leur consulat, mais le fait est que c'est le cas. Alors, ça peut se comprendre pour ceux qui sont hors de l'Union. Mais le fait est qu'il y a des échanges d'informations et que, théoriquement, les autorités allemandes communiquent au consulat, là pour le coup, les Français qui sont inscrits sur les listes municipales ou pour les élections européennes, de manière, enfin non, pour les élections municipales on s'en moque, mais pour les élections européennes, de manière à ce que vous soyez barrés des listes des consulats, même s'il y a des bugs, même si on s'aperçoit... J'allais dire, en 2019, ça n'a pas marché du tout. Même s'il y a des bugs, même si on constate aussi là pour le coup qu'il y a des questions d'état civil, qui ne sont pas les mêmes ou qui empêchent de retrouver les gens, mais théoriquement, ça se fait. Alors, Monique, j'ai vu que tu as levé la main. Je crois que Salia voulait aussi intervenir et après, on te donne la parole, Monique. Salia, tu voulais dire quelque chose?
Oui, ça allait exactement dans le même sens que Anne, hein, à savoir que ça, effectivement, je pense qu'il faut une analyse un petit peu différenciée en fonction des pays et des situations pour ce qui concerne la représentation consulaire de la France à l'étranger. Et s'agissant de l'Allemagne, c'est quand même un grand pays, c'est le moteur de l'Europe, et je pense que justement l'Europe, ou l'Union européenne, elle est discréditée, elle marque le pas, et ça pourrait être, il faudrait avoir des projets de ce type pour relancer justement l'Europe des citoyens, hein, pour nous démarquer un peu seulement de l'Europe de la finance, l'Europe de la libre circulation des marchandises, etc. Donc ça serait des belles choses. Et c'est ce que j'avais écrit aussi tout à l'heure dans le chat, c'est qu'on a là, la France, elle a un vivier humain, un gisement que malheureusement on laisse dépérir, on n'exploite pas, alors qu'on va dépenser des mille et des cents pour des projets pour faire la pub du pays. Et la meilleure pub, c'est nous. Surtout, je l'ai écrit aussi tout à l'heure, dans un land comme la Rhénanie du Nord-Westphalie, quand même 17 millions d'habitants, c'est un pays, c'est la taille d'un pays. Et c'est totalement incompréhensible, inconcevable de ne pas avoir de représentation de la France digne de ce nom. Je me dis, mais comment ils font leurs calculs là? Comment ils font? C'est des économies de bout de chandelle, je vois ça que comme ça, sans discernement, sans analyse plus fine, et c'est vraiment regrettable. Là, je pense qu'on laisse partir, on a des atouts dans les mains qu'on n'utilise pas. Voilà, donc je pense qu'il faudrait vraiment une analyse plus fine. Et puis, s'agissant de l'Allemagne, il y a vraiment une situation particulière. Si vraiment ce moteur franco-allemand, moi qui viens de Lorraine, je suis très attachée, hein, j'ai grandi avec ça, la réconciliation franco-allemande, tout ce discours, j'ai baigné là-dedans. Et j'y crois, et je pense qu'il y a, si on veut relancer le projet européen, ça passe par ce moteur franco-allemand et ça passe par les citoyens français, allemands, des deux côtés de la frontière. Voilà, donc Valérie, avec la collaboration, la coopération avec les autorités communales, municipales allemandes, il y a des choses à faire, il y a des choses à relancer. Donc à vous, au niveau de nos représentants, notre député, sénateur, et bien aussi de vous bouger vous aussi. C'est preuve d'imagination. Et puis nous, on peut vous faire remonter notre frustration et ce qu'on peut apporter. Merci. Non, mais je partage tout à fait ça. Je pense que, enfin, moi, je suis un fédéraliste européen. Pour moi, on a déjà construit beaucoup de choses dans l'Union européenne, mais on sent qu'un certain nombre de choses ne sont pas stables parce que justement, on n'est pas allé jusqu'au bout. La difficulté, j'allais presque dire ma frustration quand on travaille sur ces sujets, c'est qu'on se rend compte que même si se déclare super européen pour la solidarité, etc., quand on touche, parce que l'état civil, c'est quoi? C'est les noms, c'est l'identité nationale, c'est le code de la nationalité. Alors ça, c'est tellement intrinsèque à chaque pays que même ceux qui se prétendent les plus européens du monde vont se découvrir à moitié souverainistes. Et je peux vous dire qu'on est très dépourvu sur ces points-là. Quand on veut aller, quand on veut aller plus loin, c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire, mais c'est sûr que là, quand on pense aux questions d'état civil, on va poser la question de la conception de la famille, on va poser la question du nom, on va poser la question tout ça arrive derrière assez rapidement. Et il faut arriver à dépasser les constructions nationales, ce qui, à mon sens, est nécessaire, mais va demander du temps compte tenu des esprits actuellement. Et voilà, mais je partage. Oui, mais est-ce que vraiment on est obligé d'en arriver là? Enfin, je veux dire, au final, ce que les citoyens des différents pays voient, ça, on n'est peut-être pas nécessairement obligé de le changer. C'est plus les process, plus tout ce qui se passe derrière qu'on pourrait envisager d'aligner et d'amener un peu sur le même niveau à travers les différents pays en Europe. Ouais, mais on va arriver sur ces sujets état civil ou carte d'identité, on arrive vite, finalement, à des choses qui sont intrinsèquement liées à qui va décider qui est ressortissant de mon pays. Oui, c'est ça le sujet. Et malheureusement,
même ceux qui font des grandes déclarations européennes aujourd'hui ne sont pas prêts à aller beaucoup plus loin. Je pense que ce sera un sujet intéressant à creuser, justement. Si on est élu, je pense que ce sera intéressant. Parce que... il y en a besoin enfin, c'est nécessaire aujourd'hui. Et en même temps, ceux qui perçoivent que c'est nécessaire n'osent pas le dire, tant l'ambiance générale est à la célébration des souverainismes. Très bien. Monique, vas-y Marc. Pardon, si la France a tellement peur de perdre des Français, qu'elle s'occupe déjà des Français à l'étranger. Ceci étant, je ne vais pas faire le défenseur de l'administration française. Toutefois, si vous êtes Français en Inde et que vous vous mariez en Inde, et que vous allez présenter un acte de naissance indien, un acte de mariage indien au consulat, ils vont vous le transcrire. Si vous vous présentez au consulat allemand, je pense qu'ils vont vous demander de financer un détective privé qui va étudier pour savoir si effectivement, qui va donner une garantie au consulat que le mariage n'est pas un faux mariage, pas un mariage arrangé, etc. Et que c'est après que... Donc, voilà. On a des défauts, mais chacun a les siens. Et d'une certaine manière, je dirais, on paye plus on paye plus la volonté de tout faire et parfois avec des exigences bureaucratiques trop fortes, mais au moins on ne va pas demander aux gens de payer des détectives privés pour qu'ils étudient si les choses… Alors qu'il y a plein de pays européens qui font ça, et l'Allemagne le fait. Je me rappelle d'un échange avec la consule à Delhi sur ce sujet, j'étais assez étonné. Monique? Bon, ça fait… je voulais juste répondre à Valérie qui parlait de déclaration, de demander en fait aux Français qui s'inscrivaient dans leur commune en Allemagne qu'on leur donne l'information. Au Luxembourg, ça se fait depuis plusieurs années. Automatiquement, un Français ou autre qui arrive s'inscrire à la mairie, à la commune où ils vont habiter, on leur dit voilà, vous devez aussi vous inscrire là et là. Et ça n'a rien changé. Il y en a toujours 20 000 au Luxembourg dans la nature, sur les 50 000 qui sont là aussi. Donc, bien sûr que c'est une solution. Ça a été envisagé au Luxembourg pour beaucoup de nationalités, bien entendu, et ça n'a rien donné malheureusement. Peut-être qu'en Allemagne, ils seront plus disciplinés, mais ce sont toujours des Français. Donc là, la discipline administrative n'est pas là. J'aimerais revenir aussi sur pourquoi rien faire, ce que disait Salia, sur pourquoi la France, etc., au point de vue administratif, pourquoi l'Europe ne pourrait pas juger ça aussi. Je tiens juste à vous préciser qu'en France, on est mal parti, étant donné qu'à l'Assemblée nationale ce soir, ils ont refusé le pass sanitaire proposé par l'Union européenne. Donc déjà, c'est mal parti. Bon, il y aura une relecture certainement. Je pense qu'au Sénat, vous allez essayer de faire quelque chose, mais le pass sanitaire a été refusé. Donc, et c'est un grand sujet européen. Donc là aussi, il y a encore des années à attendre. Si je peux me permettre, sur le pass sanitaire, il a été refusé parce que c'était pas clair du tout et c'était pas que pour rentrer en France, c'était aussi pour permettre tout un tas de choses et transformer tout un tas de personnes en France comme contrôleurs de l'état de santé de la population. Oui, absolument. Donc c'est aussi pour ça que ça a été refusé. Non, c'est très bien, mais quand même, c'est un sujet européen. Et d'ailleurs, l'intégralité des partis français ont voté contre, à part En Marche. Même le MoDem, qui fait partie de la majorité, a voté contre. Donc, c'est qu'il y avait vraiment un problème sur ce non, mais j'ai lu le texte, bien ce sera au Sénat de l'améliorer. En ce moment, ils n'améliorent pas trop les textes, mais malheureusement, on l'a vu avec les amendes pour les lanceurs, les donneurs d'alerte dans les abattoirs qui ont été multipliés par X, des choses assez scandaleuses. C'est reparti à la commission pour le pass et ça devrait passer demain. Ils vont nettoyer tout ça. C'est deux choses différentes parce qu'en fait, l'idée, c'est d'utiliser le pass qui est prévu dans un règlement européen en cours de négociation pour des choses complémentaires qui n'étaient pas prévues dans le règlement européen, mais sur des sujets internes. Voilà, c'est ça l'idée. En fait. L'Europe dit on a besoin du pass pour passer d'un pays à un autre. Donc ça, très bien.
tout comme on ne peut pas interdire à un pays de fixer une condition à l'entrée sur son territoire, par exemple une condition sanitaire. Mais voilà, le pass tel qu'il a été vu par le gouvernement, c'était quasi du flicage de la population, hein, orchestré par des privés qui avaient le droit limite de police, en fait. Hein. C'était du flicage, bien entendu. Voilà, donc c'est différent. Ouais. Maintenant, désolé tout le monde d'intervenir, je suis Florian Chiron, je suis le deuxième conseiller consulaire sortant, à côté d'Anne dans la circonscription. Voilà. Et je suis sur la liste en numéro 7. Même au niveau européen, à partir du moment où on dit Schengen est un espace de libre circulation, qu'est-ce qu'on a à faire d'un règlement européen qui nous permet de passer d'un pays à l'autre d'une zone de libre circulation? Enfin, c'est un peu paradoxal. On comprend vu ce qu'on a vécu depuis un an, mais à la base, c'est quand même paradoxal. C'est-à-dire que finalement, pour refaire vivre Schengen, on nie Schengen. Et malgré ce que je viens de dire, je ne serai pas aussi radical que Florian Chiron, parce que je pense que tout le monde a envie de bouger et de faire des choses. Si on a le choix entre vivre ce qu'on a vécu depuis un an ou trouver avec le maximum de garanties une manière de bouger un peu, voilà. Il faut voir. Après, moi, je suis favorable au pass sanitaire pour passer d'un pays à un autre. C'est ça que je dis. Hein. Comme ça se passe en S, par exemple, depuis dimanche dernier, où si on a été vacciné, même en France, on peut arriver en S sans faire de quarantaine. On doit faire le test, mais on ne doit pas faire de quarantaine, ce qui est quand même un avantage. Il y a une question de Valérie. La CNI au format de la carte d'identité allemande, je crois que c'est en août, non? Oui, ça doit être. Format carte bleue. Hein. 1er août, oui, tout mois. Non, juillet, je crois aussi, c'est ce qui nous a été annoncé. Il fallait attendre un petit peu pour avoir les nouveaux formats. Ah, quel malheur, je viens de refaire la mienne. Je l'ai pour 15 ans. Zut. Tu la perds. Et en plus, tu as fait 300 km pour l'avoir. Ouais, c'est ça surtout. J'ai dû me rendre à Francfort 2 fois et prendre 2 jours de congé pour y aller. C'est surtout ça. Enfin bon. La date limite, c'est 15 ans? Ouais. D'accord. Donc maintenant, c'est marqué au dos de la carte. C'est écrit, ouais. Ça sera 10 ans pour les nouvelles cartes. Hein. Ça sera 10 ans pour les nouvelles cartes. Et plus 10 ans à nouveau? Hein? Bon, on s'y perd. Bon, tu vois, tu as gagné 5 ans, Valérie. Ok. Je voulais revenir sur une question qui a été posée plus tôt concernant le financement des instituts français, puisque tout à l'heure, donc on avait Marc qui disait ça, Jean-Yves aussi, et bon, c'est aussi une remarque que j'ai moi-même notée, c'est que on semble perdre le contact de plus en plus avec les Français de l'étranger, justement parce qu'on a une baisse de ces services, parce qu'on a l'impression, alors bien sûr ça dépend des pays, mais là je parle de l'Allemagne, qu'on est un peu délaissé en tant que Français de l'étranger, encore plus quand on est européen, parce que du coup, comme tu le disais aussi Jean-Yves, quand on va de la France à l'Allemagne, c'est presque comme si on changeait de région, et l'expatriation est totalement différente. Mais quel est du coup le point de vue de la France quand justement on a cette perte au final auprès de ses concitoyens, et aussi quand on ne se donne pas vraiment les moyens au final de rayonner culturellement à travers le monde? Je comprends pas bien le. Ce que je veux dire, c'est que donc on voit bien qu'il y a une perte de contact avec les Français, entre l'administration française et les Français. On voit bien aussi, comme tu le disais, qu'il y a de moins en moins de Français qui vivent à l'étranger, qui parlent aussi le français. Donc, comme tu disais, il y a sur la deuxième génération, par exemple, des binationaux notamment qui ne parlent plus français, qui ne savent plus très bien parler français. Mais d'un autre côté, on demande aux instituts français de s'autofinancer et aussi de promouvoir l'enseignement du français à l'étranger. Et du coup, la question, c'est l'État ne se donne pas vraiment les moyens, justement, de promouvoir le rayonnement culturel de la France et de la langue française à l'étranger. Mais d'un autre côté, on sent que
c'est pas tellement bien perçu qu'il y ait cette perte de contact. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire en fait? Ah bah ça, c'est, enfin, sur la question, enfin, c'est vrai que l'évolution de l'expatriation rend peut-être un peu moins intéressant pour la diplomatie, entre guillemets, et c'est une erreur de leur part, parce que finalement, ce sont des gens qui sont mieux intégrés maintenant que ce que c'était quand c'était des expats. Et c'est une erreur, mais le fait est que ça n'intéresse pas de la même manière. Et pour arriver à vraiment les connaître, effectivement, il faudrait faire des efforts pour pouvoir à mobiliser tout le monde. Et aussi, par exemple, dans un certain nombre de pays où on a beaucoup d'Erasmus, hein, je pense à la Roumanie, par exemple, où on a beaucoup d'étudiants, on a du mal, quand le consulat a du mal à l'identifier, à les intéresser, alors qu'eux, ils peuvent avoir ils peuvent avoir à certains moments des besoins et des situations où les consulats doivent. Mais bon, ça, c'est une question de suivi de la communauté française. Après, il y a l'autre sujet, même si la communauté française peut bien entendu participer à ce rayonnement culturel, mais il y a la question du rayonnement culturel en soi. Et c'est vrai que depuis quelques années, on a quand même l'impression que, j'allais dire, les subventions publiques ou les aides publiques pour la diffusion du français, la diffusion culturelle, vont aller là où on arrive à trouver des moyens pour faire vivre ça sans que ce soit public. C'est-à-dire, en gros, l'argent va là où c'est pas utile. Là où c'est autofinancé, parce qu'il y a des moyens, parce qu'il y a des Français qui sont prêts à payer, il y a des gens qui sont prêts à payer des cours, etc. On dit, oh, c'est fantastique, c'est autofinancé, donc on va mettre des moyens là. Et puis là où il n'y a pas de gens, il y a pas de demande, c'est-à-dire où il n'y a pas ce besoin, on ne va rien faire. C'est assez terrifiant. C'est assez terrifiant. Moi, j'étais il y a 10 jours à Valence, ils sont en train de fermer l'Institut français de Valence, 3e ville d'Allemagne. Ils ont des cours, et ils disent, ah, ils ne sont pas rentables. En Espagne, oui. C'est assez terrible. C'est-à-dire de dire, l'argent qu'on a dans le programme 185 pour le rayonnement culturel, au lieu de le mettre là où on ne rayonne pas, on n'est pas connu, et donc il faut mettre des moyens, on va le mettre là où on a la capacité d'avoir quelque chose d'autofinancé. On ne peut pas en mettre partout, mais c'est dommage de le mettre là où naturellement il y a de l'intérêt. Et en plus, on a eu on a parlé Europe. En Europe, voilà, soit on va tous parler anglais, soit il faut défendre aussi la langue française, surtout dans la période. Mais sur ce sujet-là, Jean-Yves, par exemple, moi je me rappelle, il y a 20 ans dans mon école, ou il y a 30 ans dans mon école, il y avait des personnes qui venaient du consulat faire de la publicité pour les cours bilingues, pour faire des choses comme ça. Il y avait beaucoup d'écoles qui faisaient par exemple, des cours en histoire, en français et en allemand. Et de plus en plus, ce n'est plus le français, c'est l'espagnol ou d'autres langues qui prennent la place. Et le français est en retrait dans les écoles allemandes. Et il n'y a plus de lobbyisme pour la langue française dans l'éducation allemande, de moins en moins, en tout cas dans la région où j'habite. Et c'est pareil pour beaucoup d'autres choses. Par exemple, je vois la radio locale de Nord-Westphalie. Ben, il y a une fois par semaine une émission pour les Polonais vivant en Nord-Westphalie. Mais il n'y a pas ça pour les Français. Et moi, je ne sais pas, en France, il y a des lois, combien de pourcentage de musique doivent être en français dans les radios, dans les télévisions, mais on ne s'occupe pas du monde entier. Vous avez un institut pour la langue française, mais elle ne s'arrête pas à la douane. Je ne sais pas, ça serait une initiative à faire. C'est trop dommage. Oui. Je suis d'accord. Même si là, Marc, il y a d'autres raisons en fait pour le fait que le français soit moins enseigné dans les écoles, parce que les programmes dont tu parles, France Mobile, ça existe toujours. C'est financé par l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Mais il y a une désaffection pour le français, c'est vrai, même au point de vue, et moi je suis intervenue en milieu scolaire, les
les jeunes, voilà, ils estiment que le français, c'est trop compliqué, qu'ils ne vont pas avoir les bonnes notes et que du coup, ils laissent tomber le français à la 9e ou 10e classe. Ou alors, ils préfèrent d'emblée prendre une langue un peu plus exotique. L'offre des langues s'est élargie aussi dans les lycées allemands, dans les collèges et lycées allemands ces 10-15 dernières années, et au détriment du français. Donc, là, il n'y a pas que le manque d'action. Il y a également un manque d'action côté allemand aussi, de ne pas vouloir, avec Philippe Loiseau, justement, on s'est beaucoup engagé ces derniers mois pour défendre un programme de français précoce dans le Palatinat, qui est sur la sellette pour le moment, parce que et là c'est le Land, hein, qui ne donne plus forcément les moyens. Là, ce n'est pas la France, c'est l'Allemagne qui ne supporte plus vraiment ce projet. Donc là, voilà, il faut différencier un petit peu. Mais le cadre de l'Institut français, c'est encore un petit peu autre chose. Là, d'après ce que j'ai compris, Marc, tu parlais du scolaire. Hein, voilà, ouais. Là, il y a encore des efforts qui se font, et on a eu également, avec Florian, avec Philippe, on a eu des discussions avec l'ambassade sur ce sujet, où ils nous ont consultés pour le coup aussi pour savoir, à notre avis, qu'est-ce qu'on peut faire pour relancer le moteur. Tout le monde s'aperçoit que c'est grippé, voudrait faire des efforts, là, pour le coup, mais ça ne marche pas. Et là, c'est plutôt peut-être aussi des effets de société. Bon, voilà. Juste pour rajouter que ce n'est pas toujours non plus le désengagement, il y a aussi d'autres facteurs. Moi, juste sur ce sujet, moi je pense que c'est aussi un facteur de volonté politique. On l'a vu, on peut quasiment le dater. Hein. Au plus haut sommet de l'État, tant côté français que côté allemand, on était attaché à ce moteur franco-allemand, ça allait. Hein, also brinque-ballon parfois, mais quand même il y avait cette volonté. Et puis à un moment, on s'est tourné vers le modèle, c'est l'Amérique, c'est le modèle anglo-saxon, c'est l'anglais. Au plus haut sommet de l'État français, on s'est mis à parler anglais dans les conseils européens. Enfin, c'est très chic, etc. Donc, c'est une volonté politique. Moi, j'y crois tant côté allemand que français qu'on peut réactiver, parce que je pense qu'il y a une demande. Moi, c'est ce que je sais pas, Marc, ce que tu en penses, mais je pense qu'il y a une demande de nos amis allemands qui demandent qu'à être, qu'on ranime cette flamme, et ça peut être que positif. Hein. Moi, je pense que c'est essentiel pour l'Allemagne, pour la France et puis pour le projet européen. C'est essentiel. Et là, tu parles plutôt au niveau des adultes, parce que Marc, il parlait du scolaire tout à l'heure. Là, je pense qu'il y a une différenciation quand même. Hein. Oui, mais c'est les deux. Il faut qu'il y ait une volonté politique au plus haut sommet de l'État qui se répercute à tous les niveaux. Voilà, pour qu'il y ait des financements, pour qu'il y ait les classes, pour qu'il y ait… Il y en a quand même. Hein. C'est les Deutsche Mobile, France Mobile, ça existe encore. Hein. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est ces jeunes qui vont faire la promotion aussi bien en France pour l'allemand qu'en Allemagne pour le français, qui vont dans les lycées, qui vont dans les collèges pour essayer d'inciter les jeunes à prendre le français. Ça existe toujours, hein, et c'est financé par l'Allemagne et par la France. C'est dans le cadre de la coopération franco-allemande de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Mais il faut plus. Effectivement. Voilà, il ne faut pas laisser tomber des choses comme ce qui s'est passé dans le Palatinat récemment. Enfin, on ne sait toujours pas, mais ils ont transféré les budgets, qui fait que ce programme risque de disparaître, quoi, effectivement. Peut-être pour ajouter un petit sujet, ce que je trouve un peu dommage, c'est que c'est peut-être pas spécialement le rôle du consulat, mais c'est un peu une chose qu'on devrait, dans le futur aussi, des conseillers consulaires, ce qu'on fait avec les associations, de les encourager encore plus, de faire vivre la communauté française en Allemagne. Parce que, par exemple, quand j'ai vu qu'il y avait plus de 100 Français habitants de la même ville que moi, je ne les ai jamais rencontrés, je ne les ai jamais vus. Et quand on en parle à d'autres Français, qu'il y a des Français autour de nous, on ne les voit jamais, on ne les entend pas. Les autres nationalités, on en a parlé il n'y a pas longtemps, ils se rencontrent. Je ne sais pas, quand on a vu les manifestations pour la Colombie, mais il y avait tout le monde qui était ensemble. En Allemagne, partout, ils étaient là. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on redonne un peu, de pousser un peu, d'engager les associations, de réunir les bouts de fil de tous les côtés pour que la communauté française soit plus présente.
Et ça fait de la pub aussi pour la France et pour la langue française. Si on voit qu'il y a une communauté française sur place, ça fait bouger les choses. Et voilà. Si on voit combien d'Allemands partent en France pour les vacances, combien de milliers de litres de vin rouge français soient bu en Allemagne, ben, il y a des choses à faire. Les Français sont quand même pas mal des caméléons, et donc en fait, finalement, ils s'intègrent assez bien là où ils arrivent, et j'allais dire disparaissent entre guillemets dans la nature, quelles que soient les politiques publiques, c'est toujours un peu le cas. C'est assez marrant dans des pays où il y a beaucoup de gens qui arrivent, hein, comme au Canada. Finalement, en fait, on se rend compte qu'après, il y a beaucoup plus de Français, quand on voit les flux qui doivent être au Canada, que de gens qui sont inscrits dans les consulats. Mais néanmoins, il y a des choses comme ce que fait, par exemple, Philippe à Berlin, en matière d'animation et de cours de français, qui font que parce que quand même, on aime bien transmettre la langue à ses enfants, ben voilà, ça existe quand il y a les outils pour. Et ce que Philippe a mis en place à Berlin, de ce point de vue-là, et permettre vraiment de faire des choses qui montrent que, dans ce cas-là, ça permet de tenir. J'ai fait moins que Anne. C'est Anne qui s'occupe des cours. Hein. Donc, j'ai seulement mis en réseau les quita franco-allemands de la circonscription. C'est elles qui font le travail. Si je peux… tu voulais intervenir, Salia, vas-y. Oui, juste rapide. Là-dessus, justement, ça ne suffit pas de s'en remettre à de bonnes âmes, à de bonnes initiatives citoyennes qui assumeraient ce fardeau. Moi, je pense qu'il faut, ça doit être au niveau politique. Moi, ça me dérangerait cette approche-là de dire, bon, du temps que les citoyens, ils s'organisent, ils font des trucs, bah, tant mieux, tout va bien. Non, non. Ils collent les morceaux à la base et tout, mais ça, je pense que c'est au niveau politique qu'il faut que ça bouge. Ouais, c'est là-dessus que je voulais intervenir aussi. Bon, le mandat de conseiller consulaire, maintenant conseiller des Français de l'étranger, a été créé a commencé en 2014. Hein. Avant, on était élu à l'Assemblée des Français de l'étranger, il y a beaucoup moins d'élus. Et ce qu'on a constaté, c'est que souvent, on demande implicitement aux conseillers des Français de l'étranger de remplir un rôle que l'administration consulaire ne fait plus. Et on en profite aussi pour diminuer les moyens de l'administration consulaire en disant bah, allez voir vos conseillers consulaires, mais nous, ce n'est pas notre rôle, on est là pour faire remonter les besoins de la population. Et un des besoins de la population, c'est d'avoir une administration qui fonctionne. Et Jean-Yves pourrait nous le dire, parce qu'il y a l'aspect budgétaire, moi, qui m'intéresse, mais on est dans une spirale actuellement, on le voit en Allemagne, où on diminue le nombre de personnel dans les consulats. Il y a moins de gens on met des barrières pour s'inscrire au consulat, donc les chiffres diminuent. Donc, au niveau national, on dit, comme les chiffres diminuent, on va à nouveau diminuer les moyens, finalement, et ainsi de suite. On est finalement dans une spirale qui est néfaste et qui ne reflète pas du tout la vie des Français à l'étranger. Donc, c'est un schéma de fonctionnement qu'il faut dénoncer parce que c'est anormal, finalement. Oui, pour compléter, moi je dis souvent, c'est ce que tu viens de dire, Florian, notamment par rapport à notre rôle, je dis souvent que nous sommes un petit peu dans une situation un peu schizophrénique, hein, où d'un côté, nous, les conseillers, nous dénonçons les désengagements, le manque de moyens, etc. Puis de l'autre côté, ben, on fait le boulot, du coup, finalement, on cautionne ce qu'on dénonce. Et il faut savoir où s'arrêter. Il faut vraiment se poser la question, où est-ce que je m'arrête? Où est-ce que j'arrête de pallier finalement à ces manques? Parce que sinon, effectivement, à partir du moment où il y en a qui font gratos le boulot, pourquoi mettre de l'argent? Et c'est toute la complexité un petit peu de notre rôle. Hein. Après, il y en a qui font ce boulot. Nous, on a refusé souvent de le faire, hein, pour des fins politiques ou électorales, hein, tout simplement. Hein. Et finalement, on compte là-dessus. On peut aujourd'hui être millionnaire ou milliardaire, créer un réseau intégral d'aide aux Français de l'étranger pour s'offrir une place au Sénat. Ça, c'est possible, hein, de faire du bénévolat ou du mécénat. Mais le jour où les millions ils sont plus là, où la personne en question elle est plus là, bah, tout ça, ça s'effondre parce qu'il n'y a plus de financement. Quelque chose financé de manière publique ou avec des associations reconnues publiques, enfin des choses institutionnalisées, est quand même beaucoup plus
beaucoup plus pérenne. Je parlais de quelque chose au hasard, hein, qui n'existe sûrement pas dans la réalité, hein, bien sûr. Mais même la description de la réalité est gentille. Parce qu'en disant ça, on suppose que c'est juste finalement un gentil philanthrope qui aide. Et puis voilà, mais ce n'est pas le cas. Quand on voit l'action de sa numéro 2 au Sénat, ce n'est pas désintéressé. C'est certainement pas apolitique. Donc, si vous recevez des emails d'une liste se disant apolitique, c'est une liste dont la sénatrice siège avec le groupe Les Républicains. Hein, et on le dit haut et fort, c'est quelque chose de tout à fait public et disponible. Il suffit de taper le nom de la sénatrice sur Internet, on trouve son groupe parlementaire. Donc, les gens qui se disent on est apolitique, comme disait mon grand-père, apolitique, c'est ni à gauche ni à gauche. Ou apolitique, donc de droite. C'est ce qu'il disait. C'était ni droite ni gauche, et surtout ni gauche ni gauche. Mais peu importe, finalement. Ils peuvent être de droite. Ils ont tout à fait le droit d'être de droite, mais il faut qu'ils l'annoncent. Et dire je suis apolitique alors qu'on est de droite, c'est pas normal. Et surtout quand on est payé par un mécène qui font des choses peut-être bien, hein, il y a dans les publicités, mais c'est pas forcément le rôle du mécénat pour des raisons politiques ou entrepreneuriales quelconques ou financières de faire le boulot de l'État finalement. C'est un oligarque, c'est pas un philanthrope. Certes. Mais peut-être c'est aussi pour dire quand tu es apolitique, c'est que tu fais pas de bonne politique. De toute façon, le apolitique, tout est politique. Ce qu'on mange est politique, comment on s'habille, c'est politique. Enfin, déjà, comme disait quelqu'un, si on se dit apolitique et qu'on se présente aux élections, c'est comme si on se dit analphabète en voulant lire un livre. C'est pas possible. Hein. À partir du moment où on se présente à une élection, c'est politique. Hein. Donc, bref. C'est absurde, oui, c'est absurde. C'est des choix de société, c'est une conception du vivre ensemble, c'est évident. Enfin, tout est politique. Oui. Est-ce qu'on a parlé de la digitalisation? Oui. Est-ce qu'on a parlé de la digitalisation? C'est un point qui m'intéresserait, savoir si la digitalisation n'était pas aussi, alors qu'on encourage, et moi j'utilise le site Service Public, par exemple pour la déclaration de revenus, etc. Je trouve ça super bien fait de pouvoir se connecter avec un seul identifiant. Et je crois que c'est sous le mandat de la dernière mandature, hein, le mandat de François Hollande, où tout ça s'est développé à vitesse grand V. Enfin, j'aurais jamais cru ça possible de la part de l'administration française. Mais est-ce que la digitalisation ne cache pas aussi derrière une volonté de diminuer les moyens et les ressources en personnel, notamment pour l'administration consulaire? Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Yves, mais s'il n'y a pas un loup caché là. C'est évident que ça peut être quelque chose de positif si vous habitez à 500 km du consulat. Et même si vous n'habitez pas très loin et que ça vous permet de faire la même chose et que vous en avez besoin. Toutefois, pour moi, il y a quand même, ce que j'évoquais au début de la première intervention sur les questions sociales, on peut probablement ne pas avoir besoin de se déplacer et faire une inscription au registre consulaire, faire correctement une demande de bourse avec une chance sans voir la personne qui instruit votre dossier, qui va voir comment vous vivez, etc. Là, pour le coup, ça va être plus compliqué. Donc, il y a des choses qu'on peut faire, d'autres qu'on peut faire demain. Il faut garder de la proximité pour l'action sociale en particulier. C'est important. Et même pour ce qui peut être fait, etc., être quand même conscient qu'il y a quelquefois des gens qui n'y arrivent pas. Voilà. Et c'est aussi ça, hein, même le vote électronique, c'est pas ouvert à tout le monde. Si toute une famille met la même adresse, Monique pourrait vous dire que, comme elle est au bureau de vote électronique, que ça peut poser des difficultés. Donc oui, c'est des opportunités, oui, c'est des chances, et on a raison de les utiliser. Mais quand ça devient l'explication qui permet de démanteler le service public, non. De la même manière que si on constate qu'on peut plus on n'a plus suffisamment de personnel pour faire la permanence téléphonique au consulat et qu'on va payer un prestataire extérieur qui va répondre pour tous les postes partout dans le monde, c'est de la folie. Comment est-ce que vous voulez répondre en même temps à un Français qui a un problème en Chine
avec un Français qui a un problème en Amérique latine, surtout qu'en plus, compte tenu de ce qu'on a dit auparavant, en Amérique latine, on va avoir plus de la moitié des Français qui ont besoin qu'on leur parle en espagnol. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, bien entendu, comment est-ce qu'on peut, avec quelle réaction, quand les gens téléphonent et qu'ils ont un problème qui est totalement lié au pays? Or, c'est l'évolution que nous devons constater, malheureusement. Et nous avons quand même un réseau consulaire qui est important. Voilà, c'est une inquiétude. C'est bien de le faire, mais quand ça devient l'excuse pour fermer les choses, il faut peut-être redimensionner, mais pas fermer. Je pense que c'est contre toutes ces choses-là qu'on voudra se battre si, encore une fois, on est élu, vraiment arrêter de privatiser les services. Aussi, comme on le disait tout à l'heure, vraiment essayer de travailler avec les autorités locales, essayer aussi de garantir le maintien des tournées consulaires et aussi de garder le réseau consulaire moderne, efficace. Parce que bon, enfin, moi, je peux parler de mon expérience aussi. Quand je suis arrivé il y a 10 ans en Allemagne, tout le monde me disait, oui, mais toutes les informations, si tu veux avoir un médecin qui parle français ou si tu veux avoir un dentiste, je ne sais pas, qui parle français, tu peux aller sur le site du consulat. En réalité, la plupart des noms qui étaient sur cette liste, soit les médecins n'existaient plus ou n'ont jamais existé, soit ils ne parlaient pas français. Donc, les informations qui sont disponibles actuellement, elles sont même pas correctes. Et du coup, je pense que, bon, quelque part, on revient à ce que disait aussi Anne. C'est en tant que conseiller consulaire, évidemment, on veut aider, on veut participer, on veut travailler de concert avec le consulat pour fournir des services de qualité aux citoyens français. Mais voilà, c'est vraiment où est-ce qu'on définit la limite. Mais on aidera quand même. On fera de notre mieux, en tout cas, pour aider et pour faire à ce que les Français, en tout cas ceux qui sont dans notre circonscription, bénéficient des meilleurs services possibles. Je suis sûr que Marc, Célia, Alain, potentiellement Anne, non, vont nous aider là-dessus. Là, ce serait le bingo, hein, si j'étais élue, c'est on aurait fait tous les postes de la circo. Dans ce cas-là, je veux bien. Et tu payes le champagne. Bio. Et la tequila. Et la tequila. Et la forêt noire d'Alain, et pas mal de choses qui arrivent. Je ne sais pas s'il y avait des commentaires supplémentaires, mais je pense que… Juste un petit truc. C'est l'enjeu économique. Je pense de Paris, je pense qu'il le sous-estime ici, surtout en Allemagne. Parce qu'ils font cette représentation économique, enfin, ces consulats légers, consulats d'influence, où je pense qu'il y a probablement pas mal d'argent qui va. Et je pense que c'est un calcul de courte vue. Je pense qu'en misant davantage sur les citoyens, il y aura un vrai retour économique, là, pour le coup, qu'il ne faudrait pas négliger. Je pense que là, ils ont fait un mauvais calcul. C'est dommage. Voilà. Non, mais on le voit dans les petites ambassades, où quand les consulats ne fonctionnent plus, les ambassades ne sont pas capables de fonctionner parce que finalement, les ambassadeurs, les diplomates passent et ce n'est pas eux qui connaissent le mieux le pays. Et finalement, s'ils ne sont pas capables de rendre service aux Français, ben finalement, ils ne les connaissent plus et eux-mêmes n'arrivent pas à travailler. Et à partir de là, c'est tout l'écosystème d'influence, donc aussi économique, qui pose problème. On aurait pu parler aussi des évolutions de Business France, des chambres de commerce, etc., qui fait que finalement, la puissance publique ne connaît même plus ses intérêts et les gens qu'elle doit servir. Et tous les Français à l'étranger sont les meilleurs ambassadeurs pour la France. Exactement. Et c'est souvent ce qu'on nous dit d'ailleurs. Oui, exactement. On nous met en avant comme contribuant au rayonnement de la France, en étant les ambassadeurs de la France. Et même, c'est souvent l'argument qu'on nous avance.
Exactement, oui. Et de même, pour revenir sur la dématérialisation, la numérisation, là je viens de le mettre aussi un petit peu dans le chat, nous, ce qu'on nous a souvent dit ces dernières années, notamment à l'AFE, donc par l'administration et puis même le gouvernement, c'est « Ah, mais la dématérialisation, ça permet de libérer des capacités dans les consulats et de faire un meilleur service pour recevoir ceux qui veulent venir. » Seulement, le problème, c'est qu'en général, ça se traduit aussi par des suppressions de postes. Donc, on n'améliore pas la qualité du service, on la détériore, c'est clair. Et c'est ce qui va se passer avec les transcriptions d'état civil à Nantes. Je sais que nous avions eu, donc les conseillers, on avait été consultés justement par Nantes, avec l'ambassade, on avait eu une visioconférence, et on voyait très bien que les chefs de chancellerie des ambassades et des consulats étaient inquiets de cette évolution, parce qu'ils voyaient très bien le boulot que ça allait leur créer en plus, parce que quand il y a des choses que Nantes ne pourra pas traiter, des problèmes justement un petit peu, ne serait-ce que ce qu'on a dit souvent ce soir, quelqu'un qui ne parle pas bien la langue ou qui ne connaît pas les codes, etc. Et ça va retomber sur les consulats, mais qui pour le coup, enfin, là, ce sera à Berlin, mais en général, ils sont en contact avec les autres consulats pour ça, et qui pour le coup auront moins de moyens en personnel pour le faire, puisque de toute façon, c'est Nantes qui fait tout. Donc, il y a toujours cette espèce de cercle vicieux ce que tu disais, Jean-Yves, qui fait qu'il arrive un moment, on arrive au point de rupture. Ici, on n'en est pas très très loin, hein, je pense. Merci Anne. Avant qu'on arrive à la fin, je voulais dire merci à Olivier pour avoir fait la modération ce soir. Et je te laisse la dernière parole, Olivier, pour ce soir, et à tous qui ont suivi la soirée. Si vous avez aimé parler de notre soirée à tous vos amis. Si vous n'avez pas aimé, parlez-nous-en. Dites bien. Écrivez-nous. J'ai mis dans le chat notre adresse mail. Donc, vous pouvez nous écrire à circo2@ecolosolidaire.de et vous pouvez aussi nous suivre sur notre site web, donc écolo-solidaire.de et aussi sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on est vraiment partout, n'hésitez pas. Et on va avoir bientôt un autre webinaire, donc le 19 mai à 19h30. On va parler éducation. On aura aussi un autre webinaire le 17. Donc Florian, tu as essayé aussi de me troubler là-dessus, avec les binationaux. Spécial binationaux avec en star Marc Knullel, notre binational numéro 1 de l'équipe. Et encore d'autres webinaires à venir d'ici la fin de la campagne et d'ici les élections. Donc, n'hésitez pas à rester connectés avec nous. Merci beaucoup à Marc. Merci beaucoup à Jean-Yves. Merci Jean-Yves. Merci Jean-Yves. Beaucoup. Et merci à tous les participants. Merci Jean-Yves. Merci tout le monde. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt.